Bonjour à tous, bienvenue dans cette webconférence qui portera sur le Lean au service d'une réindustrialisation utile et responsable. C'est une session d'1 heure qui sera animée par Patrick Pierron et Ronan Emidi, 2 Master Black Belt très, très expérimentés. Et moi, je suis Zachary Letrone, chef de projet marketing, automation et projets digitaux au sein d'XL Group. Petite introduction pour vous expliquer un peu comment se déroulera la séance. Donc, pour le confort de tous, les micros et les caméras sont coupés, mais vous pouvez dès à présent commencer à écrire dans le chat et puis tout au long de la webconférence. Et les 2 animateurs vous répondront avec plaisir. Aussi, donc les slides et le replay vous seront transmis d'ici quelques jours, normalement en début de semaine de la semaine prochaine. Voilà. Donc juste avant de commencer, une petite présentation rapide des XL Group. Donc nous, on est un cabinet de conseil formation avec un cabinet dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Donc 3 domaines, XL formation, XL consultant et voilà. Et donc avec des certifications aussi. Donc il y a une trentaine d'experts qui sont mobilisés avec vous, à vos côtés, dont 20 consultants formateurs à peu près et une dizaine de personnes aux fonctions support. Donc nous, on est implantés en France depuis plus de 35 ans, avec donc notre siège basé à Montbonneau, près de Grenoble. Donc on est aussi présent à Paris, Lyon, Lille, Reims. On a aussi une filiale en Suisse et on est en fait globalement sur des interventions à l'international aussi. Voilà, je vais maintenant laisser la parole donc à Patrick et Ronan qui vont vous parler donc de réindustrialisation durable. Et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Voilà. Bonjour à tous. Donc je vais juste faire l'introduction déjà pour et laisser Patrick dire bonjour aussi. Pardon Patrick. Cette webconf fait suite logique, je dirais, à une webconf qu'on a fait il y a un peu plus d'1 an, en tout cas en 2024, avec Patrick également, sur le lien entre le Lean et le développement durable. La proposition qu'on se fait aujourd'hui, c'est de prolonger cette webconférence qui est aussi disponible dans les replays si vous le souhaitez, et d'aller l'orienter clairement sur la partie industrielle et encore plus spécifiquement sur le lien entre l'industriel et la réindustrialisation, en tout cas l'industrialisation et le développement de l'industrialisation dans un pays, quel qu'il soit, et du coup de lier cette industrialisation avec des bonnes pratiques qu'on va venir relier avec les bonnes pratiques du Lean et de l'amélioration continue. Donc, on va décoller tout de suite avec Patrick, à qui je vais laisser la parole. Bien, donc bonjour à tous et bienvenue à bord de cette petite heure de réflexion autour de l'apport de nos méthodes dans cette thématique d'évolution que peut être la réindustrialisation. Mais avant, et comme on est dans la logique d'amélioration continue, partons des éléments factuels avant de proposer des pistes de travail de l'amélioration. Les éléments factuels sont bien sûr en continuité avec ce qu'on avait évoqué l'année dernière sur la transition, les besoins de transition et notamment le changement qui s'opère dans notre environnement. En premier lieu, en lien avec la consommation, la gestion des ressources. Donc, vous vous rappelez peut-être pour les participants fidèles et attentifs qu'on avait posé ce schéma et nous le reposons cette année parce que, en fait, la consommation des ressources est toujours supérieure à quelque part ce que la Terre, notre environnement peut nous procurer. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit.
Toujours un élément factuel, bien garder à l'esprit que le réchauffement continue d'opérer et le changement climatique associé. Et derrière ce réchauffement, il y a en particulier le cycle du carbone qui impacte les gaz à effet de serre, en fait, et qui sont à l'origine du réchauffement. Donc, je ne vais pas tout commenter ici. Nous avons trouvé ce schéma assez synthétique. Il est en anglais, mais il indique en fait que ce qu'on appelle les émissions de CO2, c'est en fait un bilan entre ce qui est purement émis par la Terre, mais aussi par nos émissions, puisque c'est aujourd'hui un fait scientifique démontré, avéré depuis 50 ans que l'humain est à la source du réchauffement exponentiel qui a lieu en ce moment. Donc ce réchauffement est un bilan entre ce qui est émis par nos activités, entre autres, et ce que la Terre ou les océans sont capables d'absorber. Et le fait est que donc, depuis un certain nombre d'années, ce bilan est en déséquilibre au profit des émissions. Donc, lorsque vous accéderez au support, vous pourrez garder ça en mémoire. Donc, ces émissions de CO2, elles sont factuellement, je continue sur un peu un bilan, elles ont été décrites en ce moment, ces jours-ci, puisque c'est la fin de la COP30 hier soir ou aujourd'hui même, avec le décalage horaire. Et donc, dans cette COP30, il y a entre autres organismes, il y en a un qui s'appelle le Global Carbon Project, donc, qui est une entité rassemblant des chercheurs de nombreux pays et portée dans un institut de recherche britannique, qui a pour vocation d'établir un budget carbone, en fait, qui correspondrait à quel est le carbone restant, donc en budget, qu'on peut se permettre d'émettre pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, donc de 1,5 degré de réchauffement à l'horizon 2030. Et chaque année, il y a un bilan. Vous avez des liens, vous pourrez vous documenter un peu plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir du bilan qui a été publié le 13 novembre, donc il y a une semaine, c'est que les émissions continuent à augmenter. Ils estiment 1,1% d'augmentation sur 2025, qui fait un niveau record des émissions en provenance des combustibles fossiles. C'est un cible sur ces combustibles fossiles en lien donc avec l'activité humaine. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que à ce rythme de rythme et de record, en fait, le budget carbone qui nous reste à émettre si on veut tenir l'accord de 1,5 degré, il sera épuisé bien avant 2030. Donc, en synthèse, factuellement, les émissions continuent à augmenter et donc les effets induits qui sont connus, eh bien, ils sont, et leur impact nécessite absolument une réaction urgente à plusieurs points de vue. Toujours factuellement, quelques éléments de détail toujours issus de ce bilan du budget carbone. Je vous laisse lire, mais ce qui me semble intéressant pour le public que nous sommes aujourd'hui, c'est que en Union européenne, ça augmente à peu près au même rythme qu'en Chine, ce qui peut sembler peut-être aussi un élément un peu choquant, et voilà, qui permet de relativiser certaines choses. Certes, au total, le graphique montre une réduction sur une dizaine d'années des émissions, mais là, on parle des émissions liées à la combustion des énergies et qui sont celles qui, de façon dominante, alimentent notre système industriel. C'est pour ça qu'on fait ce lien-là et ce zoom-là factuellement aujourd'hui, puisque notre conférence vise à partager avec vous le lien avec l'industrie. Et donc, Ronan va nous dire qu'il y a l'industrie, mais il n'y a pas que l'industrie. Effectivement, puisque du coup, tout ce que vient de citer Patrick, c'est des faits qui nous ont ramenés à notre lien avec la planète elle-même. Mais sur cette planète, on est aussi, nous,
les habitants de ce vaisseau Terre, comme le disent certains, et ces habitants du vaisseau, le constat est fait que l'impact, les impacts environnementaux ont aussi un impact sur nous, ils ont un impact directement sur notre santé. C'est une source de l'OMS de 2021, mais les dernières sources confirment aussi qu'il y a toujours une accentuation du lien entre l'évolution de l'environnement et notre santé humaine, santé, je dirais, physique, mais aussi santé psychique. Et là, la Workplace 2024 nous décrit des chiffres qui sont quand même assez alarmants et qui relève sur un niveau mondial d'une perte de productivité qui s'élève à plusieurs centaines, voire 1000 milliards de dollars, liés au stress et à ce qu'elle peut générer dans l'environnement de travail. Donc on se rend compte qu'il y a un sujet sur la planète et la gestion des ressources, il y a un sujet sur la planète et la gestion de ses habitants, entre guillemets, ou que nous sommes, nous les humains, et donc c'est encore une fois d'aller protéger ces humains et d'aller maîtriser l'impact aussi que ça aura sur les humains eux-mêmes. Si on s'en réfère à la partie industrielle, parce que petit à petit on est en train de zoomer vers la partie industrielle, on se rend compte que c'est les secteurs qui ont des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre, on est très orienté sur le secteur de l'énergie, l'industrie, la construction, les transports et la production d'électricité. Donc on est vraiment en train de zoomer sur des sujets qui, en l'occurrence sur la France, sur ce schéma, mais on aurait pu prendre le monde, la Chine, la France et d'autres pays. Je crois qu'il y a des gens du Maroc qui sont connectés également aussi, et peut-être d'autres pays d'ailleurs, j'ai pas le temps de regarder tout le monde. Mais voilà, donc on est vraiment sur des sujets où l'industrie a un impact fort et tout ce qui est associé à l'industrie et au transport. Et dans le transport, il y a aussi le transport lui-même lié à l'industrie, puisque plus on va se déplacer pour emmener des biens d'un État à un autre, d'un continent à un autre, plus on va accentuer cet impact transport dans le bilan des gaz à effet de serre. Du coup, puisqu'il y a un sujet transport, il y a un sujet clairement associé à l'empreinte carbone liée à ce transport. Donc en fait, pour aller travailler sur les gaz à effet de serre, on va avoir deux facteurs principaux qu'on identifie qui impactent les importations. Il y a le transport lui-même des marchandises, mais il reste aussi la façon de fabriquer et donc l'impact et les choix concernant le développement durable dans les pays d'origine des produits qu'on va produire. Donc l'idée derrière ça, c'est d'aller à nouveau zoomer un petit peu plus sur la partie industrialisation et de se dire, mais du coup, essayons à un moment de réfléchir si, comme levier, il n'y a pas l'intérêt d'une relocalisation. L'idée étant d'aller continuer à faire des échanges internationaux, et l'idée n'est pas de les arrêter complètement, mais de les faire intelligemment et de manière raisonnée, et de raisonner sur la partie relocalisation qui peut elle aussi être un levier dans la maîtrise de notre impact sur la planète et donc sur notre impact positif sur le développement durable. Exactement. Donc on commence à zoomer petit à petit sur l'industriel, on est sur la relocalisation. Et dans cette relocalisation, la relocalisation, elle a déjà un intérêt, avant de rentrer sur d'autres sujets, elle a déjà un intérêt qui est important à préciser. Elle est importante pour chaque pays concerné en termes d'indépendance, puisque si on est dans un système où on est autonome, on est du coup indépendant, et du coup ça peut amener des leviers dans des situations de crise. En tout cas, on a une capacité à autosuffire à nos besoins, autant que faire se peut quand on est indépendant et qu'on travaille en local. Plus on va travailler en local, plus on va éviter les transports, donc on va aussi respecter la planète, puisque les transports et tout ce qui est déplacement occasionnent des impacts sur le développement durable. Et puis également, on va avoir la capacité, si on est en local, de s'adapter contextuellement. On l'avait connu lors de la pandémie, si on reparle du Covid, par exemple, il y a quelques années, le fait de pouvoir avoir les denrées, les biens, les éléments nécessaires en local
permet de subvenir et s'adapter beaucoup plus à tout événement qui peut nous arriver dessus. Et le Covid n'est sûrement pas le dernier. Je ne me veux pas d'être pessimiste ou négatif dans mon discours, mais il y aura encore plein de choses qui vont arriver. Et donc, on va voir par la suite qu'il faut bien faire quelque chose, se mettre dans l'action et que le Lean peut y aider. Et je vais relaisser la parole à Patrick. Donc, si on partage cette approche de l'intérêt de la relocalisation, pas seulement à des fins politico-stratégiques, de souveraineté, etc., mais bien dans une logique d'impact environnemental, eh bien, on peut se demander à ce moment-là pourquoi est-ce qu'elle ne se produit pas d'une manière un petit peu plus dynamique, parce que ce qu'on vous dit là, c'est pas nouveau. Ça fait quand même plusieurs années que ce discours est porté, même au sein de nos instances gouvernantes. Et force est de constater qu'il y a en fait un certain nombre de freins qui sont propres à nos sociétés et qu'on peut résumer sur des axes économiques et sociétaux. En fait, pour relocaliser, il faut se réapproprier des technologies qui, en partie, ont été délocalisées, et ça passe par des investissements conséquents. Relocaliser, c'est aussi avoir des technologies plus propres qu'elles ne l'étaient avant la délocalisation, donc des investissements conséquents. On est dans un système économique un peu en crise depuis le Covid, en tout cas, on entend parler à travers les réductions budgétaires, etc. Et en soi, c'est un frein aussi à cette capacité d'investissement conséquent. Par ailleurs, nos coûts de production, en tout cas dans les pays dits occidentaux, restent à un coût élevé, en tout cas dès qu'il y a de la main-d'œuvre derrière, par rapport aux pays dans lesquels ont été délocalisés, notamment dans le sud-est asiatique, dans l'est asiatique. Et de fait, ça reste encore un frein dans la mesure où la population, aujourd'hui, n'est pas forcément prête ou en mesure de dépenser davantage en termes de coût d'achat. Maintenant, sociétalement, réintégrer de l'industrie, c'est aussi réintégrer ou davantage d'industrie. On n'a pas perdu, on a perdu, mais il en reste, mais c'est quand même réintégrer un modèle de travail qui n'est pas le plus attractif de par sa contrainte, sa pénibilité, ses horaires, son séquencement en 3-8, en 5-8, et donc l'attente sociétale de nos sociétés qui ont progressé, qui ont évolué, qui sont des exigences plus hautes qu'elles ne sont dans un certain nombre de pays, et donc ce qui fait que l'industrie n'est pas forcément attractive, même si on la relocalise. Relocaliser, c'est aussi réintégrer un certain nombre de risques environnementaux et de sources d'émissions de CO2 dont on s'était un petit peu débarrassé, ou en tout cas externalisé dans d'autres pays. Donc tout ça représente des freins dans les choix qui peuvent être faits au niveau des entreprises ou au niveau des communautés locales d'accepter la réintégration d'entreprises industrielles. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ou qu'on ne peut rien faire. Ça nécessite d'être par contre créatif, de réinventer un modèle de fonctionnement de cette industrie. Et ce qui va nous intéresser, c'est en quoi l'excellence opérationnelle peut aider à réinventer ce modèle. Et comme vous allez le voir par la suite, il vise à créer des liens entre industrie, mais aussi fonctionnement social et transition écologique. Continuer à glisser doucement vers le lien direct avec le Lean. J'ai repris ici alors on va pas lire le texte qui est à gauche bien sûr, mais c'était pour citer la source qui est beaucoup de textes et d'interviews et de podcasts qui sont faits actuellement par Anaïs Fongilis sur la réindustrialisation, qui elle-même a écrit un livre qui est pour la révolution industrielle et de la réindustrialisation alors pour le coup de la France, parce qu'elle parle du territoire français, mais dans ses explications, je dirais fondamentale, elle oriente cette possibilité de réindustrialisation autour de 4 axes.
Le premier, c'est d'avoir une approche opérationnelle de cette réindustrialisation. Il faut aller analyser et aller voir sur le terrain comment on peut faire cette réindustrialisation. Il ne faut pas le faire en amenant des moyens, des technologies simplement, mais en garantissant qu'on va le faire avec un engagement des salariés et des parties prenantes qui vont être impliquées dans cette réindustrialisation, parce qu'on ne le fera pas simplement de manière mécanique. Il faut embarquer les êtres humains et les parties prenantes. Il faut le faire en ayant une constante réflexion sur la réduction de l'empreinte environnementale, tout ce qu'on va mettre en place si on redémarre des industries, si on redémarre des sites, si on réinstalle de l'industrie dans les différents pays. Et puis, il faut se mettre dans l'action, parce que dans tous les cas, le but n'est pas de faire de l'immobilisme et de se dire « Ouh là là, ça ne va pas, c'est une catastrophe, il ne faut plus rien faire ». Il faut bien agir pour aller impacter cet impact environnemental et cet impact que l'humain a sur la planète. Et pour se mettre dans l'action, il va falloir aller définir des actions, les suivre et les suivre avec l'ensemble des acteurs. Donc, ces acteurs, quels sont-ils sur un autre pays. Ces acteurs, quels sont-ils Alors, évidemment, il y a les incitations gouvernementales, il y a les individus que nous sommes et les choix d'achat qu'on peut faire dans les magasins. Mais en fait, est-ce que c'est ça qui change vraiment la donne? Et donc là, on a trouvé intéressant cet article publié par l'Office, un petit peu l'équivalent de l'ADEME en Grande-Bretagne. C'est bien parfois de sortir de notre bocal national pour voir un peu ce qui se pratique ailleurs, ce qui se dit ailleurs. Et en fait, cette étude, elle présente le fait que les acteurs fondamentaux pour enclencher un certain nombre de changements structuraux ne sont pas forcément ni les élites, ni les consommateurs, même s'ils sont tous de bonne volonté. Ce sont les acteurs, ce que les Anglais appellent mid-level, c'est-à-dire intermédiaires, où on va trouver les municipalités, dont l'intérêt est aussi qu'elles soient attractives et donc qu'ils aient un tissu économique. Et pour le tissu économique soit attractif, ce sont les entreprises. Et que les associations de protection de l'environnement ou les associations qui promeuvent le bon équilibre de la vie sociale se retrouvent dans le fait qu'une industrie se réimplante ou se développe, etc. Et donc, ce sont les acteurs intermédiaires qui vont être absolument clés dans les choix de relocalisation et aussi les choix technologiques utilisés localement. Et donc, l'industrie, dont un certain nombre d'entre vous font partie ou y contribuent par votre travail, eh bien, l'industrie est un acteur intermédiaire et donc l'industrie en tant que telle a un rôle à jouer dans la transition et dans les choix qui peuvent y permettre. Donc, on est prêt de conclure cette deuxième partie après les éléments factuels, un zoom sur ce levier qu'est la réindustrialisation et l'importance des entreprises derrière ça. On vient de partager que c'est un levier avec des freins, mais qui en tant que tel ne doit pas être un frein parce qu'il y a des avantages à la clé et que cette décarbonation peut permettre à son niveau la réindustrialisation, mais moderne, réinventée, et ben, elle permet aussi de travailler sur l'impact environnemental, la biodiversité, sur le fonctionnement de la société humaine qui est à la clé, et elle doit donc être appréhendée d'une manière pas que technologique, pas que innovative au sens IA, etc., mais elle doit être appréhendée dans une perspective un peu globale et pas seulement avec certains niveaux d'action. Et c'est là où, vous savez quoi, c'est super, si vous pratiquez le Lean Excellence opérationnelle, ben vous allez pouvoir travailler sur ce contexte global de la réindustrialisation. Donc, si on part des concepts et on fait le lien avec le développement durable, eh bien, je propose que Ronan nous en dise davantage. Donc, si on parle je dirais, de concepts généraux, encore une fois, et là, du coup, on va, pour de bon, aller glisser vers le lien avec le Lean et l'amélioration continue. On a des concepts un petit peu généraux où on aime bien parler
de noblesse des métiers manuels, du savoir-faire technique qui fait partie du savoir-faire, que ce soit en France pour certains domaines et dans bien d'autres pays, bien sûr, sur d'autres domaines. On a maintenant dans les concepts acquis auprès de l'ensemble des humains, je dirais, la notion de conscience des ressources qui est limitée. On a aussi cette notion de maîtrise de la compétence qui est nécessaire. On se rend compte qu'à un moment, on peut laisser faire des parties de notre process ou des parties de nos besoins par d'autres pays. Mais si à un moment, on n'a plus ce lien avec ces pays et qu'on est incapable de se réapproprier la capacité à les construire ou à les fabriquer ou à les produire, on peut vite être dans l'embarras. Et on a aussi cette notion, concept général, qui est il y a eu de la grande série qui s'est développée. Cette grande série a été associée beaucoup à l'automatisation. Donc l'automatisation est là et de la même manière que Patrick l'a dit, je suis loin d'être contre l'IA et l'automatisation, mais quelque part, elle doit être utilisée avec intelligence et en même temps, on se rend compte que petit à petit, dans le domaine industriel, on revient sur une diversification qui est assez forte et qui, du coup, amène des solutions qui ne sont pas que des solutions d'automatisation et de grande série. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui est apparu sur mon écran, c'est bon, pardon. Donc, ces 4 concepts-là de base, si on les traduit dans une lecture lean, eh ben, la notion de savoir-faire, elle se traduit dans la captation et la cristallisation des standards et des bonnes pratiques qui nous ramène à des basiques du Lean, qu'on avait déjà cité d'ailleurs dans la webconf il y a un an avec Patrick. Si on relie cette conscience des ressources limitées, on la lie directement à cette maîtrise des gaspillages, qui est un des concepts de base du Lean, en tout cas une approche très classique du Lean, les 7 plus 1 gaspillages, on pourrait citer, qui sont donc les gaspillages aussi de la compétence humaine. La compétence nécessaire, elle se garantit par l'embarquement des équipes, l'implication des équipes, la maîtrise des processus au sens large du mot processus associé, qui caractérise aussi l'optimisation le travail qu'apporte le Lean. Et puis le mix entre la diversification et puis tout ce qui est sur la partie grande série, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a bien sûr dans le Lean des optimisations de processus, et puis qu'on a dans le Lean des notions qui permettent d'aller réfléchir à l'équilibre entre, je dirais, la valeur ajoutée dans les travaux, dans les métiers de service et dans les métiers purement manufacturing. Et cet équilibre-là, on doit peut-être aller le travailler pour amener de la valeur ajoutée à la fois sur le manufacturing, mais aussi dans la partie service, puisqu'on doit garantir de la valeur ajoutée à toute action menée dans un but industriel ou de diffusion d'un produit. Et si plus précisément on relie ces sujets Lean à la notion de complément durable, les standards, on doit les traduire et les garantir parce que l'industrie est une nécessité sociétale pour certains biens. Encore une fois, l'idée n'est pas d'aller tout faire en France pour la France, au Maroc pour le Maroc, aux États-Unis pour les États-Unis, etc. Je vais passer tous les pays. C'est pas le but, mais de comprendre qu'il y a bien ces standards à maîtriser pour pouvoir faire en local ce qu'on peut faire en local. La limitation des gaspillages, elle se lie à cette notion de maîtrise de la sécurité, de la qualité, du délai, du coût, auquel on avait rajouté et proposé d'ajouter avec Patrick il y a un an la notion d'environnement, donc de l'impact environnemental dans le pilotage. La maîtrise des compétences, elle se travaille avec l'humain au cœur de toute transformation ou de toute intervention du Lean dans l'entreprise, ce qui pour moi est très très important au sein d'Ixelles. On ne conçoit jamais une intervention, que ce soit dans l'industrie pour le coup, ou dans un service, quel que soit le domaine, sans cet humain au cœur du système, et également la notion de maîtrise du savoir, donc knowledge management, qu'il faut garder en local. On ne peut pas imaginer laisser partir certains savoir-faire. J'ai connu des clients, sans parler forcément de réindustrialisation, mais qui sont mis à sous-traiter des éléments de leur process
et à un moment où il y a un dysfonctionnement ou une évolution nécessaire, il ne maîtrise plus ce process-là, et il est parti à l'extérieur chez un sous-traitant, et la complexité devient très forte à un moment quand on veut continuer à faire évoluer nos produits sans maîtriser ou en ayant perdu la maîtrise d'une partie du processus. Et ensuite, sur cette partie équilibre entre manufacturing et service, on doit centrer cette valeur ajoutée sur l'humain, l'environnement. La valeur ajoutée dans le Lean, on la décrit souvent comme valeur ajoutée, ce que le client est prêt à payer. Et là, on doit aller un peu plus loin. C'est la valeur ajoutée qu'on apporte aux humains qui constituent la chaîne de valeur et les clients futurs, et aussi à l'environnement. Donc, on est en train de voir que ces concepts généraux retrouvent leur place dans le Lean et que ce Lean, pour le redire, comme on l'avait dit à la fin de la conférence dernière avec Patrick, est complètement lié et même, je dirais, de facto, le Lean est durable lui-même. Et je relaisse la main à Patrick. Oui, alors juste, je voudrais, je suis un peu Pardon, Patrick, commentaires je vais en le chat. profiter pendant que tu parles pour Donc, répondre à la question de Yann. Je vais en profiter pendant que tu parles voilà. à répondre à la question de Yann. J'ai mis un peu de C'est ce temps, que mais je vais lui répondre. C'est ce que je voulais dire. Donc, tu viens de l'expliciter, tu vas apporter une réponse complémentaire. Et je voudrais également rebondir sur la question de Jérôme Bonouvrier. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le fait de tabler sur de l'industrie qui transforme de la matière dans un contexte où il y a une raréfaction de matières premières n'est pas une solution durable à long terme. Notre angle dans cette conférence, c'est comment agir sur la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, par contre, dans une perspective plus globale, on peut effectivement se poser des questions sur la consommation des matières et l'impact de l'industrie. Ce serait un sujet, je dirais, élargi. Et ici, nous avons fait le choix de réfléchir à la contribution de l'énergie à la réduction des émissions de carbone dans sa production, dans sa phase de production. Donc, en termes de levier, Renan vient d'aborder un certain nombre de réflexions sur le lien entre les concepts, les leviers et l'impact un peu plus large sur la durabilité. Pour terminer cette partie, on peut également partager cette étude qui a été réalisée sur mettre un nom en fait méthodologique sur quels sont les domaines d'action pour réduire les émissions directes. Et on va retrouver l'évolution des moyens de production, l'amélioration, la révision des modes opératoires, l'innovation, la consommation énergétique. Donc pour ceux qui J'ai l'impression qu'on a perdu Patrick, non? Oui, j'ai aussi effectivement l'image figée et la perte du son. Ok, donc c'est pas, ça vient du côté de Patrick. On va attendre quelques secondes et s'il y a un souci, je vais prendre la main. Tu complètes sa réponse, ouais. Ok. Bah, je pense qu'en attendant, tu peux déjà. Enfin, je sais pas si tu avais le fil de sa réponse et l'idée de ce qu'il y avait derrière. J'étais en train d'écrire la réponse tout à l'heure, je vais la Ah, finir après. Patrick nous entend. Nous, ça a figé en fait ta caméra et ça a coupé d'un coup. Ouais. Je vais prendre la main le temps que Patrick revienne. Voilà, il reviendra après pour compléter sa réponse. Ok, très bien. Voilà. Donc, alors je suis désolé, je vais peut-être faire un peu de redite, mais comme j'étais en train d'écrire la réponse, je vais me reconnecter à tout ça. En tout cas, l'industrie apporte des solutions qui peuvent impacter le développement durable. Et donc, Patrick l'a décrit, c'est dans la partie innovation, dans l'amélioration des processus et donc des rendements, dans la révision des modes opératoires, dans la limitation de la consommation énergétique. Et on va voir que le Lean est donc au cœur de ces sujets, parce que le Lean peut amener ces leviers à travers de toute la maîtrise des processus. Et Patrick est revenu, je crois, donc je vais lui relaisser la main si tu nous entends et si on t'entend, Patrick. est-ce que vous m'entendez de nouveau? Vous Oui, m'entendez de nouveau? oui, c'est tout bon, on t'entend. Parfait.
Donc, désolé pour cet ajustement technique. Donc, on en est là. Réindustrialisation, un levier parmi d'autres sur la réduction des émissions. Et pour faire vivre la réindustrialisation et contrer les freins qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a donc des leviers méthodologiques. On vient de voir l'étude qui pose déjà un certain nombre de domaines. Maintenant, si on rentre vraiment dans le sujet de l'excellence opérationnelle, eh bien, on voit aussi cette étude qui fait le lien entre le développement durable et ces leviers que sont l'adaptation technologique, l'optimisation des process, la gestion de la réduction des émissions, et puis l'alignement et l'engagement des dirigeants. Donc ici, vous avez une autre source qui pose vraiment le lien entre les experts, hein, vous reconnaîtrez un diagramme dit de cause à effet, qui pose le lien entre ces sujets de travail, ces axes de travail, et l'effet attendu sur contribuer à un développement durable. Alors, on voit qu'il y a en fait il y a deux thèmes qui sont très très proches, l'optimisation des projets, des process qui passent par la réduction des gaspillages et la réduction, une bonne gestion des ressources passe également par une réduction des gaspillages. Donc ça, on va le retrouver dans quelques instants. On va voir qu'on peut synthétiser un petit peu ces quatre axes. Et dernière chose également, sur cette introduction maintenant à la méthodologie elle-même, on voit que ce n'est pas qu'un discours d'experts que nous sommes et que vous êtes aussi quelque part, ce sont aussi des institutions qui portent, qui nous encouragent à mettre en œuvre ces méthodes. Donc ici, vous avez vraiment un diagramme issu des propositions des Nations Unies sur comment le Lean Six Sigma peut apporter des réponses à travers l'efficience opérationnelle, à travers des principes pour équilibrer les objectifs à court terme et à long terme des entreprises, donc court terme rentabilité, long terme l'impact sur la durabilité, pour atteindre un équilibre aussi entre le leadership, c'est-à-dire la prise de décision, et l'engagement des salariés, et aussi pour favoriser l'évolution de technologies. Et donc nos méthodes sont légitimes et légitimées par ces organismes pour avoir un impact vertueux. Donc, ces méthodes, vous m'entendez toujours? Juste pour être sûr. Parfaitement. Donc, ces méthodes, comme je l'évoquais, on peut synthétiser ou regrouper les quatre domaines préalablement cités en trois. Parce qu'en effet, pour revenir dans notre contexte de cette relocalisation et des freins qu'on avait évoqués tout à l'heure, des freins un peu structuraux, sociétaux, économiques, eh bien, nous sommes absolument convaincus que si on travaille, on se focalise sur le Lean appliqué à l'innovation, le Lean appliqué à l'optimisation des process et le Lean appliqué à l'empouvoirment des salariés, eh bien, on va pouvoir contribuer à réduire ces freins, à les desserrer, et vous allez voir comment à partir de maintenant. Alors, le premier sujet qu'on peut prendre, oui, le premier sujet qu'on peut prendre dans le triptyque que tu viens de citer, c'est celui de l'innovation. Alors, le but ici n'est pas d'aller, je dirais, décrire avec précision l'ensemble des outils qu'on va citer là, parce que là, on va faire une webconf qui va durer quelques heures, je pense, voire quelques jours, si on se met à plonger sur chacun des outils individuellement. L'idée est plus d'aller regarder un petit peu les outils qu'on peut associer à ce levier qu'est l'innovation. Les premiers outils qu'on peut citer, c'est la notion de monozokuri, d'itozokuri, kotozokuri. Alors, c'est du jargonnage japonais, mais l'idée est de réutiliser ces concepts, je dirais, historiques du Lean, qui consistent à mettre l'humain et la nature au cœur des solutions qu'on met en place dans les entreprises, et donc de ne pas oublier ce lien-là entre les solutions mises en place, l'humain et l'environnement.
On peut aller travailler sur la voix du client, sur la maîtrise de la qualité et de l'industrialisation d'un produit avec les AMDEC ou les FMIA, si on emploie le terme anglais. On peut aller travailler sur un diagramme de canaux pour aller sélectionner les bons éléments qu'on souhaite retrouver dans un produit et de pas d'aller générer des options et des options et des options complémentaires qui à un moment perdent le sens même du produit. On peut aller travailler sur le processus projet dans sa globalité. Donc là, on parle de lean développement pour aller optimiser le time to market, pour aller favoriser la qualité du processus qui consistera à passer de l'innovation à la solution industrielle mise en place. On peut travailler sur la gestion du cycle de vie produit, on peut travailler sur le design for alors là, on peut parler de design for cost and environment, comme on pourrait parler de design for manufacturing, design for maintenance, design for packaging. C'est d'optimiser le design des pièces pour qu'il soit adapté en tout cas, en limiter l'impact sur l'environnement. On peut travailler sur du planning en flux tiré dès le développement du produit. On peut travailler sur des boucles courtes. On peut mettre du pilotage en place dont on reparlera tout à l'heure dans la partie embarquement des équipes. Voilà plein de sujets et plein d'outils du Lean. Et j'ai envie de dire plus que des outils, de l'outil et tout le mindset qui va avec, qu'on peut utiliser pour aller alimenter les processus d'innovation dans une accélération de cette innovation et une qualité qui impactera positivement l'impact de nos nouveaux produits, de nos nouvelles innovations sur l'environnement et sur l'humain. Et je vais laisser Patrick développer les deux autres axes sur les slides suivants. Et juste pour faire la transition, ce qu'il faut bien voir, c'est que les solutions d'innovation peuvent passer par de la technologie et de l'IA, et c'est ce qu'on voit apparaître peut-être en termes de communication ou dans les médias, mais il faut bien se rendre compte que quand une industrie verrière décide de remplacer un four polluant et à forte émission par un four utilisant de l'énergie électrique et à beaucoup plus faible contribution, c'est un processus qu'il y a eu derrière. Et donc, le Lean, il travaille sur ce processus. Donc, le Lean, en tant que tel, peut trouver des solutions. Il va favoriser le fait de mettre en place tout cela rapidement et de façon compétitive, prenant en compte les intérêts des parties prenantes. Et c'est là où nous tous, nous pouvons agir. L'optimisation des process, nous pouvons agir directement dessus, mais si vous êtes habitué de ces webconf, c'est un sujet qu'on a déjà détaillé beaucoup. Donc, je ne vais pas forcément lire tous les outils que vous connaissez peut-être pour certains, mais sinon, je vous encourage vraiment à participer à nos formations, puisque vous les apprendrez en les pratiquant de façon ludique et concrète. Mais tous ces outils visent à favoriser d'une part le juste à temps, donc la fluidité des processus, la réduction des gaspillages, des temps passés, qui en tant que tel va contribuer aussi à une plus faible utilisation de ressources que l'entreprise doit payer, mais aussi la conformité, le bon du premier coup, qui en tant que tel évitera aussi la surconsommation de matière, d'énergie pour refaire des produits qui n'étaient pas bons du premier coup, ou de mail, ou d'énergie, ou de serveurs pour avoir X versions différentes d'une même proposition commerciale, etc. Donc les process industriels, mais les processus support également à travers tous ces outils classiques qui visent à maîtriser la conformité, les gaspillages et la variabilité. Attention, il faut bien pouvoir quand même vendre, entre guillemets, en interne dans l'entreprise, ces axes de travail et les justifier économiquement, surtout dans l'environnement économiquement contraint qu'on a évoqué au début. Or, ici, un complément de ces méthodes va être le Lean Accounting. Donc, le Lean Accounting, ce sont les méthodes comptables et financières qui prennent en compte la dimension réduction des gaspillages sur les ressources qui sont valorisées dans un bilan comptable. Donc, nous avons ici des outils tels que la VS Costing, tels que le filtre VA-NVA appliqué au prix de revient et au choix make or buy, c'est-à-dire on fait nous-mêmes ou on sous-traite par rapport à des critères de durabilité, d'émission de CO2
ou de coûts qui sont in fine également à l'origine de problématiques de non-durabilité. Et le Lean Accounting, intégrer le Lean Accounting dans vos démarches opérationnelles va permettre de justifier un certain nombre des axes de travail qu'on vient d'évoquer précédemment et va permettre de les quantifier. Et on va très vite se rendre compte que le retour sur investissement est souvent absolument très conséquent, alors que si on n'y va que en bottom-up, juste en utilisant des outils, eh bien, on a du mal parfois à avoir de la légitimité. Une fois qu'on a dit ça, il y a le troisième et dernier axe de travail qui nous semble aussi absolument important. Après l'innovation, l'efficience avec le Lean Accounting, eh bien, il y a la façon de travailler avec les salariés. Donc, ça vaut le coup de traduire l'empowerment vraiment en français pour s'approprier ce vocabulaire qui va au-delà de l'intelligence collective que nous connaissons bien dans le Lean, c'est l'empouvoirment. L'empouvoirment, il s'agit de donner les moyens aux salariés de jouer un rôle direct dans la recherche des solutions. Alors, ça passe à travers le management participatif, l'animation intervalle court, le management visuel, les postures de l'encadrement de proximité qui va favoriser la prise de parole, l'implication des salariés terrain, le fait de mesurer des impacts pour environnementaux dans les axes classiques sécurité, qualité, délai et coût, le fait d'animer des chantiers participatifs dits Kaizen, des groupes de travail, des percées avec des acteurs de chaque domaine de l'entreprise et à tous les niveaux de l'entreprise, donc de valoriser l'intelligence collective, le fait de maîtriser les charges de travail et avoir un bon équilibre de charges de travail grâce à une vision prospective PIC, PDP, plan directeur de production, le fait de bien gérer la polyvalence, les savoir-faire, et donc de répartir aussi les charges mentales, mais les charges aussi d'heures de travail parmi les différents salariés contributeurs. Tout ça va créer une dynamique favorable à l'application des méthodes précédemment citées, mais aussi une dynamique force de proposition pour trouver des solutions de fonctionnement différents, puisque c'est bien ça qu'il nous faut pour lever des freins à cette relocalisation ou un certain nombre de freins. Et peut-être aller jusqu'à penser des mécanismes de fonctionnement de l'entreprise différemment. Nice Van Gillis parlait de repenser l'industrie, c'est aussi repenser la façon dont elle est organisée. Les 3-8, les 4-8, les 5-8, les horaires. Aujourd'hui, les salariés, dans beaucoup de domaines, aspirent, dans nos niveaux de vie occidentaux, à avoir plus de cohérence, plus de sens dans leur travail, entre leur travail et puis les contraintes familiales, les contraintes sociales. Et donc là, le fait de les faire participer au projet de l'entreprise permet aussi de chercher des équilibres favorables à l'entreprise et à sa rentabilité, mais aussi au bien-être élargi des salariés. Et peut-être ça doit passer par davantage d'autonomie, voire lorsque c'est possible, sans aller jusqu'à l'entreprise libérée qui peut avoir des freins, des contraintes, on va dire, mais en tout cas de capter des choses qui marchent bien dans l'entreprise libérée au sein d'autres entreprises. Et c'est bien en agissant sur tout ça qu'on peut s'inscrire peut-être dans quelque chose qui est une sorte de révolution de notre modèle industriel, laquelle va favoriser aussi l'acceptation de réintégrer un certain nombre d'industries. Et donc, pour mettre ça en musique, c'est pas tout d'en être conscient, d'en avoir la volonté à chacun à notre niveau. Il faut aussi qu'il y ait des feuilles de route qui permettent d'organiser ces axes de travail que sont l'innovation, l'optimisation, le accounting, l'empouvoirment des salariés. Et ça, c'est le Shinkanri, c'est-à-dire le déploiement stratégique, la déclinaison des axes de travail en faisant participer tous les niveaux de l'entreprise à la proposition des axes de travail et l'organisation d'une feuille de route réaliste entre impact et effort. Ça, les méthodes de déclinaison stratégique vont permettre de construire des choses cohérentes pour permettre aux entreprises de transitionner, écologiquement parlant, mais aussi d'intégrer ces nouvelles industries. Voilà.
On vous propose maintenant de sortir un peu, de prendre un tout petit peu de recul pour conclure et puis encore échanger quelques questions. Donc, je repasse la main à Renan pour cette première prise de hauteur. Alors, je suis en train en même temps d'écrire sur le chat et je vais m'excuser au passage que j'ai vu que sur le chat, en fait, il y avait des questions qui passaient sur le chat et aussi dans l'outil de questions qui est sur Livestorm. Donc, il y a eu une question sur la partie, enfin, une remarque sur la non prise en compte de la raréfication de certaines matières premières qui n'est pas pris en compte dans tout ce qu'on a abordé ici. C'est vrai qu'on n'a pas cité cette problématique, Patrick, dans notre description, mais je pense que le fait de faire une analyse J'ai lean qui répondu se tout base à l'heure, sur c'est pour ça. des ah, d'accord, je l'ai pas. Ok, je suis passé à côté tout à l'heure. Allez, excuse-moi. Donc c'est tout bon. Donc je ne réponds pas à nouveau, mais en tout cas, l'analyse des données fera qu'on devra prendre en compte ces sujets-là. Donc je repasse sur la conclusion et excuse-moi. Donc sur cette conclusion, en fait, on avait décrit ce schéma qui reprend les piliers du développement durable et qui les oriente vers des sujets environnementaux, des sujets économiques et des sujets sociaux. Je pense qu'au milieu de durable, on pourrait quasiment ajouter ou intervertir de manière euh, parallèle la notion de lean, puisque le lean doit maintenant avoir des impacts économiques, puisque le SQDE doit amener des impacts sur le coût. Doit amener des impacts sur l'environnement avec le E et doit amener des impacts sur le social en prenant en compte les interactions avec les parties prenantes de tous les processus qui peuvent être touchés. Mais on se rend compte que si on lit cette notion de développement durable et la description qu'on a fait à l'instant de la relocalisation, on a presque des petits bonus qu'on peut ajouter, c'est-à-dire qu'en termes de performance sociale, on peut aller retravailler le tissu et les savoir-faire locaux et donc travailler avec une construction d'un tissu social et d'un tissu, je dirais, qui lie les personnes autour du savoir-faire en local. On peut, en termes économiques, aller travailler sur de l'autonomie maîtrisée et des déplacements limités au passage en complément dans la distribution des biens qu'on pourra fabriquer. Et puis après, dans la partie environnementale, c'est justement cette notion de proximité qui va nous permettre de limiter l'impact environnemental au-delà de l'optimisation des processus eux-mêmes. Donc on se rend compte vraiment que le Lean trouve parfaitement sa place pour aller non pas à lui tout seul résoudre l'équation du développement durable, loin de nous l'idée de dire ça, mais d'aller contribuer à, à, à aller chercher cette efficacité qui doit être à la rencontre du social, de l'économique et de l'environnement. Et je pense que je vais te laisser conclure en complément, Patrick. Il est 53. On a peut-être quelques questions, mais en tout cas, te laisser toi aussi de conclure sur ces slides. Oui, alors déjà, je vais juste rebondir sur la phrase que tu viens d'utiliser à un moment pour en appeler à tous, c'est-à-dire le lean permet de... Mais en fait, le lean, c'est personne. Hein. Les acteurs, c'est nous. C'est vous et nous. Donc, c'est nous et vous à travers le lean. Donc, le lean tout seul, il ne va pas faire les choses. Il faut que nous mobilisions, vous et nous, si on est convaincus par les objectifs qu'on partage dans cette présentation. Et au-delà de cette mobilisation sur l'impact de l'industrie, en conclusion, ce qui nous a semblé également intéressant, c'est de prendre du recul sur pas mal d'effets complémentaires, en fait, que permet l'activation des leviers du Lean à notre portée, la vôtre, la nôtre, dans nos entreprises. La première, c'est embarquer finalement les besoins des parties prenantes, c'est-à-dire d'élargir la voix du client par rapport à sa définition habituelle, c'est aussi responsabiliser les salariés dans les choix stratégiques, c'est-à-dire élargir la voix du client à la voix des salariés. C'est-à-dire, c'est comme dans la vie de tous les jours. Si on se met à faire du tri sélectif, on a une contribution individuelle, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais si la contribution des salariés dans l'entreprise est activée, eh bien, ça va aussi permettre de trouver des solutions et chacun à son niveau dans la vie de l'entreprise de contribuer à des choix, à des évolutions de fonctionnement, etc. Donc, la voix du client élargie, c'est responsabiliser les salariés, ou écouter leur voix.
L'élargir aussi aux parties prenantes de la supply chain, c'est-à-dire des fournisseurs en particulier, avec voir la capacité des entreprises et des industries à fonctionner avec un tissu d'approvisionnement local. Alors local, ça ne veut pas forcément vouloir dire dans les 5 km, mais éviter d'aller chercher des choses à des dizaines de milliers de kilomètres. Et qu'est-ce qui est local? Est-ce que c'est 100, 200, 1000 kilomètres? Est-ce que c'est des pays frontaliers? Voilà, mais en tout cas, réfléchir à la localité également de la supply chain et aux besoins de cette supply chain pour avoir un tissu durable. Et puis, penser aussi à la voie que sont les instances sociétales qui vivent autour de l'entreprise. Alors, les associations, les comités locaux d'information, les communautés de communes, toutes celles-là ont des attentes vis-à-vis des employeurs que sont les entreprises, en particulier des industries. Et donc, développer des modèles industriels vertueux, c'est aussi prendre en compte ces attentes-là et co-construire des modèles. Et c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est qu'au-delà de ce que apporte le Lean pour le fonctionnement de l'entreprise elle-même, eh bien, ça donne aussi plus de sens au travail. On vient bosser en sachant qu'on va contribuer d'une certaine manière à un enjeu qui nous dépasse tous. Donc ça donne du sens. Ça crée une dynamique politique, également propice pour des communautés, des maires, des communautés d'agglomération, de faire des choix qui vont favoriser l'implantation de ces entreprises, peut-être à travers un réseau de routes, de crèches, etc., qu'ils ne feraient pas si l'entreprise elle-même ne poussait pas. Et encore une fois, dans l'entreprise, c'est nous. Donc à nous de pousser pour que l'entreprise pousse, pour que ça change aussi dans notre vie de tous les jours en dehors de l'entreprise. Hein, vous voyez le raisonnement. Ça structure des réseaux locaux à travers une supply chain locale, donc un networking, du réseautage, une toile qui va permettre d'ancrer une activité aussi dans un tissu économique régional. Et puis, quelque part, ça alimente une dynamique. Ça alimente, on peut faire des choses. Et ça, c'est quand même beaucoup plus motivant que d'entendre des discours catastrophistes du « on peut rien faire ». Donc, c'est très ambitieux ce qu'on présente là. C'est de se dire que ce qu'on peut faire, vous et nous, à travers le Lean, ça va impacter des champs plus grands. Donc, il faut rester modeste, comme vient de le dire Ronan. On ne va pas tout révolutionner, mais en nous activant avec les méthodes que nous avons à notre portée, on peut contribuer à. Et je pense que ça, c'est encourageant. On peut contribuer à réduire les émissions de CO2. On peut contribuer à avoir davantage de valeur ajoutée des activités des industries pour l'humain, pour la société humaine, et de faire société autour de ça. Et puis, on peut contribuer quelque part à travers une participation des salariés, des fournisseurs, d'un tissu local, à avoir finalement des acteurs mieux en connexion les uns avec les autres. Et il ne faut pas se cacher la face, des crises, elles sont là, que ce soit des crises sanitaires, des crises climatiques. Et ces crises, elles existent aujourd'hui. Et un autre enjeu, ça peut faire l'objet d'autres webconf ou d'autres podcasts, c'est comment faire face aux crises. Il y a des gens qui ont très bien réfléchi là-dessus. Je vous encourage vraiment à lire le réseau des tempêtes de Pablo Servigne, qui vient de sortir il y a quelques semaines, et qui développe autour de cette capacité à être résilient à travers le développement de réseaux, d'empouvoirment, et au-delà de tout ce qu'on vient de partager avec vous sur l'impact sur la réduction des émissions à travers une relocalisation, ce qu'il faut activer pour favoriser cette relocalisation permettra aussi d'activer des leviers humains, du mieux vivre ensemble et de l'aptitude à faire face aux crises qui existent et qui vont continuer à se manifester dans les années qui viennent. Donc voilà, nous on a envie de vous dire, chez XL on y croit, on agit à travers nos actions de formation, d'accompagnement, de diagnostic, de coaching, pour contribuer à tout ça. Et puis on aimerait bien partager ces engagements avec vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives, mais il y a des choses satisfaisantes à en tirer, et de la motivation et voire du plaisir. Donc
Donc, vous pouvez réagir, bien sûr, savoir si vous êtes engagé, voilà, partager un petit peu vos réactions. Mais sinon, on va pouvoir, dans quelques minutes, clôturer cette session. Du coup, je vous coupe. Ouais, il est Je suis content midi. de voir que. Vas-y, Ronan. Excuse-moi, Vas-y. Zachary, je suis Il y a content de des voir que réactions. dans les... Oui, oui, juste pour conclure, je suis content de voir que dans les interprétations, alors on n'aura pas le temps de répondre à tous les sujets sur les parties prenantes, etc., mais qu'il y ait un message d'optimisme qui passe dans cette webconf, parce que c'était vraiment l'intention qu'on avait avec Patrick, c'était de se mettre dans l'action, et c'est ce que j'ai mis dans mon message de conclusion. Mettons-nous dans l'action parce qu'on a un boulot à faire qui est une transformation. Le Lean favorise les transformations et accélérateur de la stratégie. Mettons tous ces éléments de stratégie et on va y arriver. Et c'est vraiment un message optimiste. Et je te laisse conclure, Zachary, et on est dans le timing Il est 12h01. Là, je vois qu'en plus, il y a des messages dans le chat qui se mettent. Ouais, du coup, bon, vous avez bien conclu. Les questions, vous pouvez encore les poser par mail on peut toujours vous répondre. Vous pouvez nous trouver facilement comment nous contacter sur le site. Déjà, merci à tous les deux pour avoir animé la webconf sur un sujet qui, vous avez bien compris aussi dans le chat, qui est plus qu'actuel. Donc, juste pour vous dire, il y a une dernière date de webconf en 2025, en décembre. Donc, ce sera les 5 défis majeurs rencontrés par nos clients et comment le Lean y répond concrètement. Donc, ça peut peut-être compléter un peu une partie de vos questions là dans le chat sur celle-ci, voilà, si vous voulez. Et il y aura d'autres dates à venir en 2026. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être informé. Pour l'instant, on n'a pas encore les dates. Voilà. Pour information aussi, donc le replay et les slides vous seront tout envoyés lundi normalement, ou en tout cas dans la semaine prochaine. Et voilà, donc il y a le replay sur YouTube et on a aussi depuis peu les podcasts sur Deezer, Spotify, voilà, où on a le replay des webconf et d'autres petites capsules audio dessus. Voilà. Je pense qu'on peut se dire à bientôt. Et puis merci encore déjà à tous les deux pour l'animation et puis à tous pour vos messages. On se dit Eh bien, merci d'avoir participé à ce sujet, voilà, qui sort un petit peu des méthodes traditionnelles, mais c'est ensemble qu'on peut avancer. Donc, merci pour votre présence. voilà. Vous pouvez peut-être, je ne sais pas si vous voulez continuer à répondre ou on note vos questions et puis on vous recontacte pour y répondre. Voilà. Voilà. Merci à tous. Au revoir.